Ma femme et sa famille pensaient que j'étais un plombier en difficulté, vivant de salaire en salaire. Puis, mon nom est apparu sur la liste des milliardaires de Forbes lors de la réunion de famille, lorsqu'ils ont vu mon jet privé. Vous savez, ce moment où une simple notification bouleverse toute votre vie? Oui. Eh bien, bienvenue dans mon mardi après-midi d'enfer. J'étais assis dans mon bureau au garage, et j'utilise le terme « bureau » ici au sens large, car, soyons honnêtes, c'était plutôt un garde-meuble magnifié avec une table pliante et une chaise de bureau cassée que j'avais récupérée d'une mauvaise affaire sur Craigslist. L'endroit était un véritable désastre. Des factures de plomberie éparpillées partout comme des confettis de la fête la plus ennuyeuse du monde. Des boîtes à outils vieilles de plusieurs décennies rouillaient dans les coins et des plans épinglés au mur ressemblaient à des tentatives d'art abstrait d'un enfant de 5 ans. Tout cela criait, un type qui a du mal à garder la tête hors de l'eau, ce qui correspondait exactement à l'ambiance que je recherchais depuis 12 ans. Pour tous ceux qui m'entouraient, et surtout ma femme Tessa et sa famille incroyablement critique, je n'étais que Brison Cad, le modeste plombier. Vous savez, le genre d'ouvrier qui débarque au dîner de famille en bottes de travail, conduit un camion qui fait un bruit de crise d'asthme, et dont le plus grand accomplissement a été de déboucher les toilettes des Henderson sans inonder leur salle de bain. Un vrai rêve américain, là. J'ai tellement bien maîtrisé le rôle que je pourrais probablement gagner un Oscar. Le sourire légèrement gêné quand Victor, le père de Tessa, me demandait mes perspectives d'emploi. La façon dont je tripotais ma ceinture à outils dans les restaurants chics où sa famille aimait manger. Bon sang, je me suis même entraîné à avoir l'air un peu abattu quand son frère Jared faisait des blagues sur les limites du monde ouvrier lors des réunions de famille. La méthode à son meilleur, les amis. Mais voilà le problème avec les mensonges soigneusement construits, ils ont cette fâcheuse habitude de s'effondrer au pire moment. Mon téléphone était posé sur le bureau, enfoui sous une pile de fausses factures que j'étais en train de rédiger pour maintenir ma couverture, quand il a décidé de me gâcher la journée. Ce satané truc vibrait avec cette urgence particulière qui vous donne la nausée, comme quand votre mère vous envoie un texto, il faut qu'on se parle. Ou quand votre banque vous envoie un rappel amical concernant le solde de votre compte. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant peut-être à un texto de Tessa me demandant d'aller chercher du lait ou à un spam concernant une prolongation de garantie pour ma voiture. Au lieu de cela, j'ai vu une notification Forbes qui m'a glacé le sang. Voici le milliardaire caché derrière un empire d'automatisation immobilière de 5,2 milliards de dollars. J'ai reçu des notifications assez choquantes, comme quand j'ai appris que mon copain de lycée avait été arrêté pour avoir tenté de voler une tondeuse à gazon en état d'ivresse, ou quand ma tante a publié ses photos d'enfance embarrassantes sur Facebook sans autorisation. Mais là, c'était à un tout autre niveau, oh mince, mon nom, Brison Cad, était là, en lettres majuscules, plus grand que nature, et 2 fois plus terrifiant. Pas un autre Brison Cad, pas un cousin éloigné que je n'avais jamais rencontré, mais moi. Le type qui était censé être plongé jusqu'au coude dans la fosse sceptique de quelqu'un en ce moment même, à se plaindre du salaire minimum et à rêver de s'offrir des vacances à Myrtle Beach un jour. J'ai fixé cette notification pendant ce qui m'a semblé durer 3 ans, mais c'était probablement plus proche de 30 secondes. Mon cerveau essayait de comprendre ce que cela signifiait. 12 ans. 12 années entières à rester silencieux, à me fondre dans le décor, à laisser tout le monde penser que je vivais au jour le jour, comme une sorte de gourou de la finance. 12 ans à acquiescer quand la famille de Tessa proposait généreusement de payer le dîner, pensant que je n'avais pas les moyens de m'offrir les amuse-gueules chez Applebee's. L'ironie était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Voilà. J'étais entouré de faux reçus de plomberie et d'outils volontairement abîmés, alors que, quelque part dans le monde réel, mon empire générait plus d'argent par minute que la plupart des gens en un mois. Mais j'étais devenu si doué pour ce rôle que parfois, j'oubliais qui j'étais vraiment sous toute cette médiocrité soigneusement appliquée. Et le coup de gueule du chef, l'humour cosmique, était là. Car dans exactement 3 jours, nous devions nous rendre à la réunion annuelle de la famille de Tessa. Cette réunion annuelle où je servais traditionnellement de punching ball familial, l'histoire édifiante qu'ils évoquaient tous en discutant de l'avenir prometteur de leurs enfants dans la finance et le droit. L'événement où Victor me tapait dans le dos avec ce sourire condescendant et me demandait si je gardais la tête hors de l'eau avec la plomberie. Où Céleste faisait ses remarques subtiles sur la stabilité et la nécessité de subvenir aux besoins de la famille tout en lançant des regards entendus à Tessa. Où Jared faisait des blagues sur mon camion vintage et me suggérait d'envisager des opportunités d'avancement professionnel. Oh, il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je l'imaginais déjà. Leur visage était devenu plus sombre en voyant cet article de Forbes. La confusion, l'incrédulité,
la lente prise de conscience qu'ils avaient traité un milliardaire comme s'il était à peine qualifié pour déboucher leur canalisation. Victor cracherait probablement son vin hors de prix. Céleste lâcherait son téléphone. Et Jared aurait probablement une sorte de crise existentielle à chaque commentaire condescendant qu'il aurait fait. Mais Tessa, elle allait perdre la raison. Ma femme, qui était mariée avec moi depuis 8 ans et qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait jamais pris la peine de se poser les bonnes questions sur le fait qu'un plombier en difficulté semblait toujours avoir assez d'argent pour tout ce dont nous avions besoin, mais jamais au bon moment selon ses critères familiaux. La notification brillait toujours sur mon écran, me narguant par son existence. Je pouvais la supprimer, faire comme si je ne l'avais jamais vue, peut-être même me convaincre que c'était une erreur machiavélique, mais au fond de moi, je savais que le pot aux roses était sorti. L'article de Forbes était déjà en ligne, ce qui signifiait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un dans la famille de Tessa ne trébuche. Et une fois que cela se serait produit, mon château de cartes soigneusement construit allait s'écrouler plus vite qu'une tour de Jean Galordin. Temps réel et coordonner les réponses d'urgence avec la précision d'une montre suisse. C'était comme transformer une ville entière en un organisme vivant et respirant qui pouvait prendre soin de lui-même. L'évaluation estimée, ATG poursuivit, laissant le suspense se construire comme un magicien préparant la grande révélation, est de 10 milliards de dollars en 3 ans. Le silence qui a suivi était si complet, vous auriez pu entendre une terre de papillons sur une fleur à 3 mi. La bouche de Victor s'est ouverte et s'est fermée comme un poisson essayant de comprendre comment respirer l'air. Céleste a attrapé le bord de la table comme elle pensait qu'elle pourrait tomber de sa chaise. Jared a fait ce bruit de grincement étrange qui ressemblait à l'air qui fuyait lentement un ballon. Mais voici la chose qui leur a vraiment apporté. Ce n'était pas seulement de l'argent. Je veux dire, ne vous méprenez pas, 10 milliards de dollars n'ont rien à éternuer, mais ce n'était pas vraiment de cela qu'il s'agissait. Ce n'est pas juste pour profit, j'ai dit. Et je pouvais voir quelque chose changer dans leurs expressions car ils ont réalisé que je parlais de quelque chose de plus profond qu'une autre affaire. C'est un héritage. J'ai expliqué comment la technologie pourrait révolutionner la vie urbaine pour des millions de personnes. Les villes qui n'ont jamais connu de pénurie d'eau parce que le système pourrait les prédire et les empêcher. Des réseaux électriques qui étaient si efficaces et réactifs que les pannes de courant sont devenues une chose du passé. Système de gestion des déchets qui pourrait transformer les ordures en énergie et réduire l'impact environnemental par d'énormes marges. Nous parlions de technologies qui pourraient rendre les villes plus propres, plus sûres, plus efficaces et plus durables. C'était le genre de choses qui pouvaient réellement changer le monde, pas seulement gagner de l'argent pour les actionnaires et les investisseurs. Victor, que je m'attendais honnêtement à avoir besoin de soins médicaux à ce stade, a été le premier à rompre le silence. Il a commencé à applaudir lentement au début, puis avec un enthousiasme croissant comme s'il était à un concert, et sa chanson préférée venait de commencer à jouer. C'est incroyable, a-t-il dit. Et sa voix avait cette qualité de véritable stupéfaction que je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant. Je veux dire, vraiment incroyable. La portée, la vision, l'impact potentiel. Il a traîné off, probablement parce qu'il avait du mal à traiter le fait que le gars qu'il traitait comme un cas caritatif depuis 12 ans prévoyait de révolutionner les infrastructures urbaines pour la moitié de la planète. Marissa regardait l'affichage holographique comme si elle essayait de mémoriser tous les détails. Les implications environnementales seules, a-t-elle dit, et je pouvais pratiquement voir les roues tourner dans sa tête alors qu'elle calculait l'impact potentiel. Si cela fonctionne comme vous la décrivez, cela pourrait réduire les empreintes de carbone urbaines par quoi, 30%, 40 ans. Les estimations conservatrices suggèrent plus près de 50%. J'ai répondu, ce qui a fait s'élargir encore plus loin. Marissa pourrait parfois être une douleur dans le cul, mais elle n'est pas stupide, et elle saisissait clairement l'ampleur de ce dont nous parlions. Même Céleste avait l'air vraiment impressionnée, et c'était une femme qui avait passé des années à agir comme mon plus grand accomplissement était de se présenter avec succès au dîner de famille sans embarrasser personne. Je n'ai jamais imaginé rien de tel, a-t-elle dit, secouant la tête dans ce qui semblait être étonné. L'échelle est juste c'est écrasant. Jared regardait toujours l'affichage avec cette expression qui a suggéré que son cerveau faisait des heures supplémentaires en essayant de recalibrer tout ce qu'il pensait qu'il savait sur l'ambition et le succès. Mec, a-t-il déclaré finalement, qui était probablement la réponse la plus articulée qu'il pouvait gérer dans les circonstances. Mais la réaction la plus importante est venue de Tessa. Notre mariage entier, elle ne me voyait pas comme le mari pour lequel elle s'était installée ou le projet qu'elle devait gérer, mais comme quelqu'un qui était réellement capable de changer le monde.
Intérêt à comprendre ce dont son mari était réellement capable. Parce que vous ne m'avez jamais vraiment vu, j'ai répondu. Et il n'a pas été dit avec colère ou accusation, juste une simple vérité qui pendait dans l'air entre nous comme la brume du matin. Elle hocha la tête lentement, et je pouvais voir son traitement non seulement l'ampleur du projet, mais ce que cela signifiait à propos de toute notre relation. Je veux essayer, elle a finalement dit, si vous me laissiez maintenant. Marque sur l'histoire qui nous a tous surmontés. Le gars qui allait réparer leur monde. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous avez fini de lire un très bon livre et que vous vous asseyez là pendant une minute à essayer de traiter tout ce qui s'est passé et ce que cela signifie? C'est exactement ce que cela ressemblait à se tenir sur le tarmac de mon île privée, en regardant ma famille réelle maintenant, pas seulement les personnes qui partagent avec moi des certificats d'ADN et de mariage, à préparer le jet à leur vie régulière. Le matin était absolument parfait. L'un de ces jours de paradis tropicaux qui vous fait comprendre pourquoi les gens écrivent des chansons sur les îles et les brises océaniques. Le ciel était cette incroyable nuance de bleu qui ressemblait à quelqu'un qui avait pris le concept de temps parfait et l'a transformé en réalité avec juste assez de nuages blancs gonflés pour garder les choses intéressantes sans menacer de temps réel. Marcus avait le jet préparé et prêt à partir, brillant au soleil du matin comme un oiseau métallique trop beau et cher pour être réel. Les moteurs couraient avec ce bourdonnement puissant qui m'a toujours rappelé pourquoi j'aimais avoir mon propre avion. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à posséder quelque chose qui peut littéralement dépasser le monde banal et vous emmener partout où vous voulez aller. Mais autant que j'aime les jouets et le luxe et tous les atouts du succès que j'avais travaillé si dur pour construire, ce sur quoi je me concentrais vraiment, c'étaient les gens qui se préparaient à partir. Ce n'étaient pas les mêmes personnes qui étaient arrivées il y a 3 jours, Shell a choqué et confus par la révélation que leur sac de coups de poing familial était en fait un milliardaire. Ce sont des gens qui avaient été contraints de confronter leurs propres hypothèses, leurs propres préjugés et leurs propres échecs pour vraiment voir la personne qui était juste devant eux depuis 12 ans. Victor chargeait ses bagages dans la prise en charge avec l'aide de mon équipage au sol. Mais toutes les quelques minutes, il s'arrêtait et regardait autour de l'île comme s'il essayait de le mémoriser. C'était le même homme qui avait passé des années à me faire des cours sur les attentes réalistes et la connaissance de votre place. Et maintenant, il se tenait sur mon île privée, essayant probablement de comprendre comment il avait tout compris. Quand il a attiré mon attention, il s'est approché de cette foulée délibérée qu'il réservait généralement à des réunions d'affaires importantes ou à des interventions familiales. Mais au lieu du coussin condescendant sur l'épaule que je m'habitue au fil des ans, il a tendu la main pour ce qui ressemblait à la première véritable poignée de main que nous avions jamais partagée. Brisons, dit-il, et sa voix portait un poids qui suggérait qu'il avait pensé à cette conversation toute la nuit. J'ai besoin que vous sachiez que je ne suis pas seulement désolé pour la façon dont je vous ai traité. J'en ai honte. Ce qui a frappé différent de ces excuses écrites. Des idées sur le succès et la valeur. Céleste avait son propre moment de calcul à proximité, parlant à Tessa une manière intense et chuchotée que les mères et les filles font lorsqu'ils essaient de réparer quelque chose qui a été brisé depuis trop longtemps. Je ne pouvais pas entendre exactement ce qu'il disait, mais sur la base des gestes de Céleste et des expressions faciales, il semblait qu'elle avait le genre de conversation qui aurait dû se produire il y a des années. Quand elle a fini avec Tessa, elle est venue là où Victor et moi étions debout. Céleste avait toujours été la plus émotionnellement articulée des parents de Tessa, mais elle avait également été celle dont les commentaires agressifs passifs avaient probablement coupé le plus profond au fil des ans. Je vous dois aussi des excuses, a-t-elle déclaré. Et sa voix avait cette qualité légèrement tremblante qui a suggéré qu'elle ripostait en arrière. Mais plus que cela, je vous dois du respect. Ce que vous avez accompli, ce que vous prévoyez d'accomplir, c'est extraordinaire, et j'étais trop aveugle pour le voir. Elle fit une pause, regardant l'océan pendant un moment avant de continuer. Je pense que j'ai été menacée par vous, a-t-elle admis, ce qui était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait jamais dit. Céleste a suggéré qu'il traitait toujours l'ampleur de la sienne idée fausse. J'ai été un tel cul, a-t-il dit, qui devenait un thème récurrent dans nos conversations familiales. Toutes ces blagues sur votre camion, vos vêtements, votre ambition limitée. Mec, je montrais vraiment à tout le monde à quel point ma propre pensée était limitée. Il a donné un coup de pied au tarmac avec sa chaussure, l'air vraiment embarrassé. Ce qui est fou, c'est que j'ai toujours pensé que j'étais le plus intelligent dans la famille, le technicien, vous savez, celui qui a compris l'innovation et la perturbation et tout ce que je ne m'attendais pas à la technologie. Et les affaires, celle qui comprenait l'économie moderne tout en me traitant comme si j'étais coincé au siècle précédent. Elle avait été inhabituellement modérée pendant notre séjour sur l'île,
ce qui disait quelque chose car le par défaut de Marissa fournissait généralement des commentaires surtout dans un rayon de 50 mi. Quand elle s'est approchée de moi, elle avait ce regard sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose qui aurait pu être le respect mélangé à une bonne dose d'humilité. J'ai besoin de m'excuser pour quelque chose de spécifique, a-t-elle déclaré, sortant son téléphone et faisant défiler ce qui ressemblait à de vieux messages textes. Vous vous souvenez du dîner d'anniversaire de Tessa l'année dernière lorsque vous avez mentionné vouloir l'emmener en vacances? Je me suis souvenu. J'ai parlé peut-être d'emmener Tessa en Europe pour notre anniversaire et Marissa avait fait des commentaires sur la définition d'attente réaliste et ne pas promettre des choses que vous ne pouvez pas livrer. J'ai envoyé un texto à Tessa après ce dîner. Marissa a continué, me montrant son écran de téléphone. Je lui ai dit qu'elle devait avoir une conversation sérieuse avec vous sur la réalité financière et vivre selon vos moyens. Le message texte était brutal dans sa condescendance. Quelqu'un a besoin d'aider Brison à comprendre que le rêve est bien, mais Tessa a besoin d'un mari qui vit dans le monde réel. J'étais tellement convaincu que je savais ce qui était le mieux pour ma sœur, a-t-elle dit, en rangeant son téléphone. Je pensais que je la protégeais de la déception, mais j'étais en fait juste Dieu. J'étais juste une connaissance arrogante de tout ce qui ne pouvait pas voir au-delà de ses propres hypothèses. La partie la plus difficile de toutes ces excuses était qu'elles étaient authentiques. Ce n'étaient pas des gens qui essayaient de passer de mon bon côté maintenant qu'ils savaient que j'avais de l'argent. C'étaient des gens qui étaient véritablement aux prises avec le fait qu'ils avaient passé 12 ans à se tromper sur quelqu'un dont ils prétendaient se soucier. Mais le revoir qui comptait le plus était avec Tessa. Ma femme avait été silencieuse pendant la plupart des préparatifs de départ, et je pouvais dire qu'elle traitait toujours tout ce qui s'était passé au cours des derniers jours. Quand tout le monde était monté à bord du jet, et que nous nous sommes juste tous deux debout sur le tarmac, elle a finalement parlé. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, a-t-elle dit. Et sa voix portait une vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis des années. Je ne sais pas comment nous réparer. C'était la question qui était suspendue à tout, n'est-ce pas? Parce que si les révélations sur mon succès avaient forcé sa famille à affronter leurs préjugés et leurs hypothèses, les problèmes entre Tessa et moi ont été plus profonds que de mal comprendre ma carrière. J'ai passé 8 ans marié à quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, a-t-elle poursuivi. Et le pire, c'est que je ne voulais pas savoir. Chaque fois que vous essayez de partager votre monde réel avec moi, j'ai changé le sujet ou réglé ou trouvé un moyen de rediriger la conversation avec quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Elle avait raison, et nous le savions tous les deux. Il ne s'agissait pas seulement des idées fausses de sa famille. Il s'agissait d'un mariage où une personne avait essayé de partager ses rêves et ses ambitions alors que l'autre personne avait refusé poliment mais fermement d'écouter. Je veux essayer, a-t-elle dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui lui a suggéré de comprendre finalement l'ampleur de ce qu'elle demandait. Je veux apprendre qui tu es vraiment. Je veux être le genre de femme qui connaît réellement son mari. J'ai regardé Tessa. La regarda vraiment debout dans la lumière du matin avec la brise de l'océan jouant avec ses cheveux vulnérables et incertains et plus honnête qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'était la femme dont j'étais tombé amoureuse avant les hypothèses et les attentes et les pressions familiales n'avaient construit des murs entre nous. Essayer est un bon point de départ, dis-je, faisant écho à ce que je lui ai dit la veille. Elle est montée à bord du jet sans regarder en arrière, mais je pouvais voir son visage dans la fenêtre alors que l'avion a falsifié le décollage. Nous n'avons pas salué. Il y avait trop entre nous pour des gestes simples, trop qui devaient être reconstruits à partir de zéro. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui a suggéré qu'elle était enfin prête à faire le travail. Je me suis tenu sur le tarmac en regardant mon jet disparaître au loin, ramenant ma famille à leur vie régulière où ils devaient comprendre comment intégrer tout ce qu'ils avaient appris dans leur existence quotidienne. Ils devraient expliquer aux amis et aux voisins pourquoi ils avaient eu tellement de tort à propos de leur gendre et de leur beau-frère. Ils devraient affronter la vérité inconfortable que leurs propres préjugés les avaient aveuglés sur la réalité depuis plus d'une décennie. Mais c'était leur voyage pour comprendre. Le mien commençait à peine. De retour dans ma galerie Islande, une pièce que j'ai conçue spécifiquement pour des moments comme celui-ci, j'ai épinglé la note d'excuse manuscrite de Victor au mur à côté de ma première licence de plomberie et de mon premier brevet de valve intelligent. Le contraste était une belle preuve de l'endroit où j'avais commencé, la preuve de ce que j'avais accompli et la reconnaissance de ce qu'elle avait coûté. 12 ans de silence, 12 ans d'être méprisé, rejeté et traité comme un cas caritatif. 12 ans de laisser les gens penser que je n'étais pas quelque chose parce que c'était plus facile que de combattre leurs hypothèses. Mais maintenant, ils savaient. Le monde entier savait.
Merci à cet article de Forbes qui avait commencé toute cette chaîne d'événements. Je n'étais pas le plombier qu'ils avaient opposé. J'étais le constructeur milliardaire qu'ils n'avaient jamais vu venir. La réunion était terminée. Les masques étaient éteints. Et la vérité était enfin là pour que tout le monde puisse le voir. Mais ce n'était pas une fin. Ce n'était que le début de ce qui est venu ensuite pour ma famille, pour mon mariage et pour l'héritage que je construisais qui nous survivrait tous. Mon histoire ne faisait que commencer. Tremblement de terre. Je me suis adossé à ce fauteuil grinçant et n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Après 12 ans à me mordre la langue, à les laisser croire que j'étais leur charité, à jouer le rôle de la déception familiale, c'était l'heure du spectacle. Les retrouvailles allaient être très intéressantes. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce qu'ont été ces 12 dernières années de vie avec la famille de Tessa, à me traiter comme si j'étais à 2 doigts de leur demander de la monnaie. Et croyez-moi, ce fut une leçon magistrale de psychologie humaine et d'art de ne pas perdre la tête. Les parents de Tessa, Victor et Céleste Aldan, ne m'ont jamais respecté dès le premier jour. Je parle d'un manque de respect si raffiné et poli qu'il pourrait probablement être enseigné dans un lycée chic. Victor, avec son pantalon kaki impeccablement repassé et son abonnement au club de golf, avait cette façon de me regarder comme si j'étais quelque chose de désagréable sur lequel il avait marché. Pendant son jogging matinal dans leur résidence sécurisée. L'homme travaillait comme cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance, gagnant peut-être $60 000 par an avec un peu de chance, mais on aurait pu croire qu'il dirigeait Goldman Sachs à la façon dont il se comportait avec moi. Et Céleste, oh là là, Céleste était une vraie bombe. Elle avait ce côté passif-agressif devenu un art à rendre jalouse n'importe quelle mère de famille de banlieue. Elle souriait avec un sourire adorable en posant des questions du genre « Oh, Brison, tu fais toujours ce petit truc de plomberie. » J'avais 7 ans, par exemple, à jouer au Lego au lieu de gérer une entreprise. Cette femme passait ses journées à organiser des soirées caritatives et à juger des concours d'aménagement paysager de quartier, mais elle parvenait à me mépriser comme si je traînais la famille dans la boue. Mais le vrai prix, c'était le frère de Tess, Jared. Ce type était tout autre. Il travaillait dans une start-up technologique qui claquait l'argent des investisseurs plus vite qu'un étudiant ne claque son forfait repas, gagnant peut-être $40 000 par an tout en vivant dans le sous-sol de ses parents. Et au volant d'une BMW de leasing qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Mais à chaque réunion de famille, sans faute, il trouvait le moyen de se moquer de mon camion et de ma boîte à outils comme s'il était Géléno commentant des voitures de collection. Toujours au volant de ce tas de rouille, Brison, disait-il avec ce sourire narquois qui me donnait envie de lui présenter ma clé à molette. Il est peut-être temps de passer à quelque chose de ce siècle. L'ironie était si flagrante qu'on pourrait la servir au dîner, vu que mon tas de rouille avait été délibérément choisi pour avoir l'air nul alors que j'avais 3 Ferrari garés dans un garage climatisé à l'autre bout de la ville. Mais bon, qui compte? Et puis il y avait la sœur de Tessa, Marissa, l'experte en relations autoproclamée de la famille. Malgré ses 2 divorces avant ses 30 ans, cette femme ne cessait de suggérer, et je dis bien constamment, que Tessa pouvait faire mieux. Elle le disait lors des dîners, des barbecues familiaux, des fêtes de fin d'année, en gros partout où il y avait un public pour témoigner de sa profonde sagesse face à mes lacunes évidentes. Je pense juste que Tessa mérite quelqu'un de plus ambitieux. Elle murmurait assez fort pour que tout le monde l'entende, comme si elle partageait des secrets d'État au lieu d'être une emmerdeuse et pleine de jugement. Quelqu'un qui pouvait vraiment subvenir à ses besoins, vous savez. Pendant ce temps, Marissa travaillait comme professeure de yoga à temps partiel et vivait de pensions alimentaires. Mais apparemment, cela la qualifiait pour juger mes choix de vie. Ce qu'aucun de ces génies ne savait, c'est que la plomberie n'était pas vraiment un métier. C'était en fait le passe-temps le plus élaboré au monde. Imaginez un train miniature hors de prix, sauf qu'au lieu de minuscules locomotives, je pouvais ramper dans un vrai sous-sol et réparer de vraies canalisations tout en gérant un empire de plusieurs milliards de dollars depuis mon téléphone entre 2 interventions. Voyez-vous, pendant qu'ils étaient tous occupés à être déçus par mes choix de vie, je révolutionnais discrètement l'infrastructure urbaine en coulisses. J'ai développé et breveté des systèmes d'infrastructure intelligents qui pouvaient rendre les bâtiments plus efficaces qu'une montre suisse. Il s'agit d'une technologie capable de surveiller la pression de l'eau, de détecter les fuites avant qu'elles ne se produisent, d'optimiser la consommation d'énergie et, en résumé, de transformer n'importe quel bâtiment en un génie autogéré. Le plus beau dans tout ça, c'est que chaque fois que quelqu'un tirait la chasse d'eau en deux, je me suis retrouvé à me plaindre. Les gratte-ciel de la côte est, mon entreprise était payée. Chaque fois que quelqu'un ouvrait un robinet dans le centre-ville de Boston,
Chicago ou Atlanta, il y avait de fortes chances que mes systèmes soient impliqués. J'avais des contrats avec de grands promoteurs urbains, des services d'urbanisme et des entreprises de construction dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Mais voilà le hic, ils ne voulaient rien savoir de tout cela. Au début, peut-être 3 ans après mon mariage avec Tessa, j'ai essayé d'expliquer sur quoi je travaillais vraiment. Je me souviens d'être assis à leur table de salle à manger, essayant de décrire les systèmes de vannes intelligentes que je développais, et de voir leurs yeux s'embrouiller comme si j'expliquais la physique quantique à un groupe de Golden Retriever. Victor m'a même interrompu au milieu d'une phrase pour me demander si j'envisageais de retourner à l'école pour quelque chose de plus pratique. Céleste a acquiescé comme s'il venait de résoudre le problème de la faim dans le monde. Tessa est restée assise là, l'air gêné, se demandant probablement pourquoi son mari s'enthousiasmait pour des tuyaux alors que les maris de ses amis parlaient de portefeuilles d'actions et de maisons de vacances. Du coup, j'ai appris à me taire. J'ai appris à hocher la tête et à sourire lorsqu'ils faisaient leurs petites remarques sur ma vie simple. J'ai appris à jouer le rôle de l'homme simplement reconnaissant d'avoir un travail stable, même si cela impliquait de se salir les mains. J'ai perfectionné l'art d'avoir l'air légèrement honteux lorsqu'ils proposaient de m'aider pour des choses comme les factures des repas ou les cadeaux de Noël, comme si j'étais leur œuvre caritative. Le truc, c'est qu'ils voulaient que je sois petit. Ils avaient besoin que je sois l'échec familial, le récit édifiant qu'ils pourraient citer en exemple pour parler de l'importance de l'éducation et de la réussite. Je remplissais parfaitement ce rôle. L'ouvrier qui se mariait au-dessus de ça. Condition sociale et qui devrait être reconnaissant de ce privilège. Ce qu'il voulait vraiment, c'était un gendre avec un col et une cravate. Quelqu'un qui puisse parler de ses revenus trimestriels et de ses parties de golf le week-end. Quelqu'un qui conduise une berline plutôt qu'un pick-up. Quelqu'un dont la plus grosse blessure professionnelle était peut-être une coupure avec du papier plutôt qu'une égratignure occasionnelle en rampant au sous-sol. Ils voulaient quelqu'un qui corresponde à leur idée de la réussite, à leur définition étroite de ce que signifie être digne de leur fille. Et vous savez? Quoi? Je leur ai donné exactement ce qu'ils attendaient. J'étais présent aux réunions familiales et en tenue de travail, je me plaignais des clients difficiles et je plaisantais sur le fait que la plomberie était un travail honnête pour des gens honnêtes. Je leur ai laissé croire que j'avais du mal à joindre les deux bouts tout en bâtissant discrètement un empire qui ferait passer leurs petits rêves de banlieue pour de la petite monnaie. Le plus génial, c'était la facilité avec laquelle je maintenais la mascarade. Je programmais de fausses interventions, créais des factures réalistes et me salissais même les mains pour avoir l'air d'un employé. Pendant ce temps, je dirigeais les réunions du conseil d'administration de mon camion, je négociais des contrats à plusieurs millions de dollars pour des réparations de canalisation d'urgence et je conquérais de nouveaux marchés, tandis qu'ils pensaient que j'arrivais à peine à tenir la tête hors de l'eau. Et maintenant, ils allaient voir la vérité, qu'ils le veuillent ou non. Après 12 ans à les laisser se sentir supérieurs, à jouer les punching balls et à faire la charité, l'article de Forbes allait faire voler en éclats toutes les hypothèses qu'ils avaient formulées à mon sujet. Ces retrouvailles allaient être absolument inestimables. Vous avez déjà vécu une de ces situations où vous restez assis là, à vous occuper de vos affaires, et puis tout. L'enfer se déchaîne d'un coup? Eh bien, accroche-toi, mon chou, parce que c'est exactement ce qui s'est passé environ 30 minutes après avoir vu la notification Forbes. Mon téléphone a explosé comme si j'étais soudainement devenu le mec le plus populaire d'une réunion d'anciens élèves. Sauf qu'au lieu de se raconter le bon vieux temps, les gens perdaient tous la tête à l'idée que leur punching ball familial était apparemment assis sur une fortune qui pourrait leur permettre d'acheter la moitié de leur quartier. Le premier appel est venu de Jared, et je ne plaisante pas quand je dis que ce type était complètement en train de péter les plombs. Je l'entendais hyperventiler dans le téléphone comme s'il venait de courir un marathon en tonnes. « Mec, t'es sur Forbes ?» Il a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Dis-moi que c'est une blague, mec. Dis-moi que quelqu'un a piraté le site web ou quelque chose comme ça. » Voilà le truc avec Jared. C'est le genre de type qui se croit bien plus intelligent que tout le monde dans la pièce, mais qui a en fait l'intelligence émotionnelle d'une plante verte. Alors, l'entendre c'était comme si le matin de Noël et mon anniversaire s'étaient transformés en un magnifique moment de justice cosmique. J'entendais presque son cerveau se court-circuiter tandis qu'il essayait de traiter l'information. C'était le même type qui, le mois dernier, au dîner d'anniversaire de Tessa, avait lancé une plaisanterie sur le fait que je devrais me fixer des objectifs plus réalistes quand j'avais mentionné vouloir emmener Tessa en vacances. Vraiment riche venant de quelqu'un dont le plus grand accomplissement dans la vie avait été d'être vérifié sur Twitter avec une douzaine d'abonnés. Enfin, c'est forcément une erreur, non?
Il n'arrêtait pas de déblatérer comme s'il existait peut-être un autre Brison Kate quelque part. Peut-être un cousin éloigné ou quelque chose comme ça, parce que c'est impossible. Enfin, sans vouloir offenser mon pote, mais tu es plombier. Tu répares des toilettes. Tu conduis ce camion pourri qui semble mourir à chaque démarrage. Je suis resté assis là à l'écouter dévaler les échelons, en savourant tout ça comme du bon vin. Après des années de commentaires condescendants et de conseils de carrière judicieux, le voir perdre complètement la tête était mieux que tous les fantasmes de vengeance que j'aurais pu imaginer. Mais Jared n'était que la première partie. Le vrai spectacle a commencé quand mon téléphone s'est allumé avec les notifications du groupe de discussion familiale que Tessa avait créé pour rester en contact. Vous savez, un de ces groupes de discussion où Céleste partage généralement des photos de son jardin et Victor envoie ces étranges mèmes de baby boomers qui n'ont aucun sens. Marissa a été la première à poster le lien de l'article et j'ai presque senti l'explosion numérique sur l'écran de mon téléphone. Le message disait simplement « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» avec une quinzaine de points d'interrogation, car apparemment la ponctuation normale ne suffisait pas à exprimer sa dépression nerveuse. Puis est arrivée la réponse de Céleste et, oh là là, c'était du pur bonheur. On l'entendait presque serrer ses perles dans le texte. C'est sûrement une erreur. Il doit y avoir une erreur dans leur reportage. Peut-être ont-ils confondu Brison avec quelqu'un d'autre. La Céleste classique essayant de garder ce calme raffiné alors que son monde était sens dessus dessous. Cette femme ne pouvait même pas admettre que peut-être, juste peut-être, elle s'était trompée à mon sujet ces 12 dernières années. Non. Ça devait être une erreur, car l'alternative aurait été de reconnaître qu'elle avait traité un milliardaire comme s'il était à peine qualifié pour nettoyer ses gouttières. Victor intervint ensuite avec son approche analytique habituelle. Je me renseigne. Il doit bien y avoir une explication. Ces publications financières font des erreurs tout le temps. Bien sûr, Victor, parce que Forbes est connu pour inventer des milliardaires au hasard pour le plaisir. C'est clairement comme ça que fonctionne le journalisme. Mais le message qui m'a vraiment touché est venu de Tessa. Juste 3 mots dans un message privé. Mais bon sang, ces 3 mots avaient plus de poids qu'un boxeur poids lourd. C'est quoi ce bordel ? Pas de point d'interrogation, pas d'explication, juste une confusion totale et peut-être un peu de colère pour faire bonne mesure. Je la voyais presque assise dans notre salon, les yeux rivés sur son téléphone comme s'il venait de lui dire que le ciel était violet et que la gravité fonctionnait à l'envers. Et tu sais ce que j'ai fait ? Absolument rien. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien répondu. Je n'ai appelé personne ni essayé d'expliquer quoi que ce soit. Je suis juste resté assise dans mon bureau, au garage, entouré de toutes mes fausses factures. De plomberie, j'ai délibérément abîmé mes outils et je les ai laissés mijoter dans leur confusion. Après 12 ans à subir leurs bêtises, à sourire poliment pendant leurs petites blagues et leurs commentaires passifs-agressifs, j'avais enfin le contrôle du récit. Pour une fois en plus de 10 ans, c'était eux qui cherchaient désespérément à comprendre ce qui se passait, et c'était moi qui détenais toutes les cartes. Mais le meilleur, la cerise sur le gâteau de ce magnifique désastre, mon téléphone a vibré avec un texto de Jules, ma directrice des opérations. Jules est une femme incroyablement efficace qui pourrait probablement diriger un petit pays si elle le voulait, et elle gère les coulisses de mon empire pendant que je me déguise en plombier. Tout est prêt, disait son message. Il suralimentait, prête, voiture en route. Tu es sûr ? Tu vois, Jules attendait ce jour depuis des années. Elle allait me regarder jouer ce rôle, maintenir cette couverture et affronter le manque de respect constant de gens qui ne voyaient pas plus loin que leur étroitesse d'esprit. Vision du monde. Elle avait prévu le moment où je serais enfin prête à tomber le masque et à leur montrer exactement à qui ils avaient joué. L'île privée, le jet, les voitures, tout était prêt à partir à la seconde près, n'attendant que mon mot de passe. Jules savait que lorsque la vérité éclaterait enfin, je ne ferais pas les choses à moitié. Si je voulais révéler qui j'étais vraiment, je le ferais avec style. J'ai regardé son message, puis le chaos qui explosait dans le groupe de discussion familiale, puis le message de 3 mots de Tess qui allait probablement hanter notre mariage pour un avenir proche. Commencez. J'ai répondu à Jules. 2 mots. Il n'en a fallu que pour que tout se mette en branle et que j'abandonne enfin les faux semblants que j'entretenais depuis plus de 10 ans. Fini les fausses factures. Fini la médiocrité délibérée. Fini de jouer le rôle de la déception familiale. J'en avais assez de faire semblant d'être petite. J'en avais assez de les laisser se sentir supérieurs. J'en avais assez d'être leur charité. Et leur récit édifiant.
Les retrouvailles étaient dans 3 jours et il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Si vous avez déjà été marié, vous savez que certains sons émis par votre conjoint vous révèlent immédiatement à quel point vous êtes dans la merde. Il y a ce léger soupir de déception qui signifie que vous avez encore oublié de sortir les poubelles. Il y a cette inspiration brusque qui signifie que vous venez de dire une bêtise incroyable lors d'un dîner. Et puis il y a le bruit de la portière de votre femme qui claque si fort qu'il a probablement été enregistré sur l'échelle RTOR. Suivi de pas qui donnent l'impression qu'elle essaie de percer le béton avec son pied. Ce dernier. Oui, c'est ce que j'ai entendu le lendemain matin vers 7 heures, ce qui est bien trop tôt pour être aussi en colère, à moins qu'il y ait eu un décès ou que la cafetière soit tombée en panne. Mais j'avais le pressentiment que ce n'était pas un manque de caféine. J'étais assis dans mon bureau au garage, faisant semblant de vérifier de faux devis de plomberie tout en consultant mon portefeuille d'actions sur mon téléphone, quand Tessa est arrivée en trombe, comme une bombe de catégorie 5. Un ouragan avec des problèmes de confiance. Et laissez-moi vous dire, ma femme est généralement du genre à s'excuser auprès des meubles quand elle les heurte. La voir aussi en feu, c'était comme voir un golden retriever se transformer en pitbull. Ses yeux flamboyaient d'une fureur qui pourrait probablement alimenter une petite ville, et ses cheveux faisaient ce truc où on aurait dit qu'elle y avait passé les mains pendant des heures, ce qui signifiait qu'elle avait passé la nuit à ruminer. Elle portait encore son pyjama, ce mignon petit pyjama en flanelle avec les tasses à café dessus que je lui avais offert pour Noël. Mais elle réussissait à avoir l'air terrifiante, même en pyjama. « Tu m'as menti », a-t-elle hurlé. Et je parle du genre de cri qui a probablement réveillé nos voisins 3 maisons plus loin. Tu m'as laissé croire qu'on était fauchés alors que tu pilotais des avions dans mon dos. C'est là que la plupart des maris commenceraient probablement à faire marche arrière, à débiter des excuses et des explications comme s'ils les donnaient. J'ai sorti des bonbons pour Halloween. Mais moi, j'attendais cette conversation depuis 8 ans de mariage. Alors, je me suis simplement adossé à ma chaise de bureau grinçante et je suis resté calme comme un moine en méditation. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit, ce qui n'était probablement pas la réponse qu'elle attendait. Et elle n'a pas aimé cette réponse. Son visage a pris environ 17 nuances de rouge différentes, commençant par un léger coup de soleil et remontant jusqu'à l'urgence pompier. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait exploser comme un personnage de dessin animé, avec de la vapeur qui lui sortait des oreilles et tout. Je n'ai rien demandé, elle a bredouillé comme si je venais de lui dire que la lune était faite de fromage et que la gravité était facultative. Pourquoi aurais-je besoin de demander à mon mari s'il était secrètement milliardaire? Ça ressemble au genre de sujet qui pourrait surgir dans une conversation normale. C'est vrai. Je dois admettre que la plupart des couples mariés n'ont probablement pas besoin de demander spécifiquement si leur conjoint cache une fortune colossale. C'est généralement évoqué dans les vœux de mariage, sous le thème du « pour le meilleur et pour le pire », juste à côté de la partie sur le partage de sa vie et l'honnêteté. Mais voici ce que Tessa semblait oublier, comme par hasard, dans sa fureur vertueuse. J'avais essayé de le lui dire à maintes reprises, vraiment à maintes reprises, surtout durant mes premières années, quand j'étais encore assez naïf pour croire que ma femme pourrait s'intéresser au métier de son mari. Tu te souviens quand j'ai essayé de lui expliquer mon vrai métier? Je lui ai posé la question et j'ai vu le moment précis où ce souvenir l'a frappé comme une claque. Comment toi et tes parents avaient ri? Oh oui. Elle s'en souvenait. D'accord. Je l'ai vu à la façon dont sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson qui vient de réaliser qu'il était hors de l'eau, car à maintes reprises, dîner, réunion de famille, soirée tranquille à la maison, j'avais tenté de lui parler de ce sur quoi je travaillais vraiment, pour finalement me heurter à des sourires polis mais dédaigneux et à des changements de sujet rapides. Je me souviens d'un soir en particulier, il y a peut-être 4 ans, où j'étais tout excité à l'idée de décrocher un énorme contrat avec une grande société de développement de Chicago. J'ai essayé d'expliquer les systèmes d'infrastructures intelligents que nous installions, comment ils pourraient révolutionner la gestion des eaux urbaines, et leur potentiel d'expansion dans d'autres villes. Tessa m'avait écouté une trentaine de secondes avant de se voiler la face et de se mettre à parler du nouveau bébé de son amie Sarah, ou de la fois où j'avais mentionné les demandes de brevets sur lesquelles je travaillais. Et son père, Victor, m'avait littéralement tapoté la tête comme si j'étais un enfant jouant à faire semblant. C'est gentil, Brison, avait-il dit de ce ton condescendant qui m'avait donné envie de lui montrer exactement la valeur de mes faux brevets. Mais peut-être devrais-tu d'abord te concentrer sur la plomberie. Ouais. Et Tessa, elle, était restée assise là, à hocher la tête avec la sagesse de son père, probablement gênée que son mari s'énerve à nouveau pour des problèmes de tuyauterie. Tu aimes la version de moi qui a galéré. Je lui ai dit, et puis,
la vérité de cette affirmation flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie. Ça vous donnait un sentiment de sécurité, de supériorité. Ça m'a touché. Je l'ai vu sur son visage. Sa façon de tressaillir, comme si je venais de révéler quelque chose qu'elle refusait d'admettre, même à elle-même. Parce qu'au fond, elle savait que j'avais raison. Elle s'était habituée à être celle qui réussissait dans notre mariage. Celle qui avait un emploi stable et une carrière normale. J'étais sa charité, son projet à rénover, l'homme qu'elle pouvait soutenir avec fierté malgré sa petite tête d'ouvrier. Avoir un mari un peu en difficulté lui donnait le sentiment d'être utile, importante, comme si elle se montrait généreuse et compréhensive en restant avec quelqu'un qui n'était pas à la hauteur des attentes de sa famille. C'était sûr, prévisible, et cela correspondait parfaitement au récit que sa famille s'était forgé sur ce à quoi notre mariage était censé ressembler. Mais un mari milliardaire, ça changeait tout. Ça signifiait qu'elle s'était trompée sur moi. Sur toute notre relation. Sur qui soutenait réellement qui. Et peut-être, que c'était elle qui me retenait au lieu de me soutenir. Elle ne le nia pas. Elle ne pouvait pas, car nous savions tous les deux que c'était vrai. Au lieu de cela, elle resta plantée là, dans son pyjama en forme de tasse à café, comme si on venait de lui avouer que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie n'était qu'une fiction élaborée. Je ne sais pas qui j'ai épousé, murmura-t-elle. Et il y avait dans sa voix quelque chose qui tenait à la fois de la confusion, de la peur et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. Je regardais ma femme, je la regardais vraiment pour ce qui me sembla être la première fois depuis des années. Cette femme avec qui j'avais partagé un lit, des repas, une vie, et qui, apparemment, ne s'était jamais donné la peine de me voir autrement que comme le rôle que je jouais. Tu vas bientôt le découvrir, répondis-je. Tu sais, ce sentiment quand on est sur le point de réussir le moment ultime du « je te l'avais bien dit ». Cette douce attente qui monte comme la tension avant un feu d'artifice. Eh bien, multipliez cela par 1000 et vous vous rapprocherez de ce que j'ai ressenti en arrivant à la résidence de Victor et Céleste dans mon pick-up déglingué pour ce qui allait être la réunion de famille la plus légendaire de l'histoire de Haldan. Leur maison était exactement ce qu'on attend de gens qui pensent qu'un revenu à 6 chiffres fait d'eux des membres de la haute société. Une immense demeure dans un de ces lotissements à l'emporte-pièce où chaque maison semble avoir été conçue par le même architecte, traversant la même crise de la quarantaine. Tout en briques beige et fausses colonnes, avec une allée circulaire qui criait « On a de l'argent, mais pas de goût ». Plus bruyant qu'un touriste en chaussettes et sandales. J'ai garé mon pick-up volontairement miteux juste devant leur pelouse impeccable, à côté de la Honda Accord immaculée de Victor, qu'ils lavaient tous les dimanches comme si c'était une cérémonie religieuse. Le contraste était absolument parfait. Mon tas de rouille à côté de sa voiture de luxe qu'il avait probablement financée sur 7 ans à un taux d'intérêt ridicule. Céleste et Victor sont sortis, s'attendant à quelque chose. Enfin, je ne sais pas vraiment à quoi ils s'attendaient. Peut-être pensaient-ils que j'allais débarquer avec une explication, des excuses, voire un aveu, toute cette histoire de Forbes n'était qu'une farce élaborée. On le voyait sur leur visage, ce mélange de confusion et d'espoir qu'ils pourraient peut-être, juste peut-être, retourner à leur petit monde confortable où je n'étais que leur gendre décevant qui réparait des canalisations pour gagner sa vie. Victor portait son uniforme de week-end habituel, un pantalon kaki qui semblait avoir été repassé avec une précision militaire, et un polo qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course en un mois. Céleste portait une de ces tenues que les mères de banlieue trouvent sophistiquées, un chemisier fluide avec des bijoux qui tintaient quand elle bougeait comme un carillon. Ils se tenaient là, sur leur Porsche, comme s'ils attendaient que je m'explique pour comprendre toute cette situation insensée et pouvoir à nouveau juger mes choix de vie en paix. Je voyais presque les rouages tourner dans la tête de Victor tandis qu'il essayait de comprendre comment gérer ce retournement de situation inattendu dans son monde soigneusement organisé. Mais le problème, c'est le timing. Quand on planifie quelque chose depuis 12 ans, on ne s'attarde pas sur les demi-mesures. Jules avait tout coordonné à la minute près. Et cette femme pourrait probablement organiser une invasion militaire si elle s'y mettait. Pile à l'heure, j'entendis le grondement des moteurs qui descendaient leur rue tranquille de banlieue. Pas n'importe quel moteur, remarquez, mais le genre de ronronnement profond et puissant qui coûte plus cher que la plupart des maisons. 3 Rolls-Royce, et je parle de ces Rolls-Royce qui ont leur propre code postal, dévalèrent la rue comme si elles étaient les maîtres des lieux. La voiture de tête était une magnifique bête argentée qui semblait pouvoir résoudre le problème de la faim dans le monde par sa seule existence. La deuxième était d'un noir de jet avec des détails chromés qui brillaient comme s'ils avaient été polis par des anges. Et la troisième, d'un blanc pur, si propre et si parfait qu'elle donnait à leur rue de banlieue des airs de publicité automobile.
J'ai vu le visage de Victor prendre plus d'expression qu'un mime en pleine crise existentielle. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis une sorte d'horreur naissante lorsqu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas de riches inconnus qui s'étaient perdus en route pour le country club. Ces voitures étaient là pour moi. Céleste resta bouche bée. Et je parle de ce spectacle de dessin animé à couper le souffle qu'on voit au cinéma. Mais qu'on n'imagine jamais voir dans la vraie vie. Son rouge à lèvres parfaitement appliqué ne pouvait cacher le fait qu'on aurait dit qu'on venait de lui annoncer l'existence des licornes, et qu'on avait décidé d'organiser leur convention annuelle dans son allée. Mais attendez, il y a pire. Parce que Jules, en perfectionniste absolu qu'elle est, avait tout programmé pour qu'au moment même où les voitures s'arrêtaient, mon jet fasse son entrée remarquée. Et laissez-moi vous dire, rien de tel que le bruit d'un jet privé volant à basse altitude au-dessus d'un quartier de banlieue pour vraiment vous faire comprendre que la vie n'est pas ce qu'elle paraît être. L'avion est passé au-dessus de ma tête dans un grondement de tonnerre, si bas que je pouvais presque voir les voisins jeter un coup d'œil par les hublots, se demandant s'ils allaient être envahis par des extraterrestres ou par l'armée, ou peut-être les deux. Le bruit était incroyable. Ce rugissement profond et puissant semblait ébranler les fondations même de leur petit monde confortable. Sur la queue de l'avion, peint en lettres d'or assez grandes pour être lisible depuis l'espace, était inscrit mon nom et celui de mon entreprise, CAD Infrastructure System. Pas subtil, mais bon, la subtilité n'avait jamais vraiment été mon fort. Et après 12 ans à jouer la carte de la discrétion, j'étais prêt à voir grand ou à rentrer. Victor a littéralement trébuché en arrière, comme poussé par une main invisible. Son extérieur parfaitement calme s'est fissuré comme un œuf. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air véritablement sans voix. C'était le même homme qui avait passé des années à me faire la leçon sur les attentes réalistes et la place qu'on occupe dans la vie. Céleste a émis un grincement étrange, comme un ballon qui se dégonfle, et elle a agrippé le bras de Victor comme si elle avait peur de tomber. Son sang-froid soigneusement conservé s'évaporait plus vite que l'eau sur le bitume brûlant. Mais le vrai spectacle ne faisait que commencer. Jared et Marissa avaient apparemment observé la scène depuis l'intérieur, car ils ont déboulé comme si le bâtiment était en feu. Jared était toujours en pyjama. Ce ridicule pyjama de Batman qu'il trouvait probablement excentrique et amusant, mais qui en réalité le faisait ressembler à un adolescent de 12 ans. « C'est ton avion ?» demanda Marissa d'une voix étranglée, comme si elle essayait de parler tandis qu'on lui serrait la gorge. Elle fixait le ciel comme si elle s'attendait à ce que l'avion disparaisse si elle clignait des yeux. Je levai les yeux vers mon bel avion qui tournoyait au-dessus de ma tête, puis je reportai mes regards sur leurs visages choqués et ne pus m'empêcher de sourire. Un des trois, dis-je d'un ton décontracté, comme si je parlais de tondeuse à gazon plutôt que d'avion à plusieurs millions de dollars. Le silence qui suivit fut d'un blanc éclatant. On pouvait presque entendre leur vision du monde se briser comme du verre sur le béton. 12 ans de condescendance. 12 ans à me traiter comme leur œuvre caritative. 12 ans à supposer qu'ils savaient exactement qui j'étais et de quoi j'étais capable. Tout s'est effondré en l'espace d'une trentaine de secondes. On file à l'aéroport ? J'ai demandé comme si c'était la chose la plus normale du monde. Les pilotes avaient un horaire. Ils restaient là, figés, probablement en train d'essayer d'assimiler le fait que leur punching ball familial possédait apparemment sa propre flotte d'avions et assez d'argent pour acheter tout leur quartier comme passe-temps du week-end. Il était temps de faire le show. Laissez-moi vous raconter une histoire sur le fait de voir les gens devenir complètement sidérés. On ne s'en lasse pas. Le vol vers mon île privée, c'était comme être piégé dans un film muet vraiment gênant. Sauf qu'au lieu de Charlie Chaplin faisant des promenades rigolotes, j'avais mes beaux-parents assis là, l'air de découvrir que la gravité fonctionne à l'envers et que le ciel était violet. Le jet lui-même était une merveille. Un intérieur sur mesure avec des sièges en cuir qui coûtent probablement plus cher que la plupart des voitures, un bar complet, le Wi-Fi qui fonctionne à 9000 mètres d'altitude et suffisamment d'espace pour les jambes pour accueillir un match de basket. Mais mon moment préféré, c'était de voir Victor faire comme si voler en jet privé était tout à fait normal pour lui, tout en ayant l'air sur le point de vomir de pure émotion. Tessa est restée assise à côté de moi pendant tout le vol et je jure qu'elle a cligné des yeux peut-être 3 fois en 2 heures. Elle regardait par le hublot comme si elle s'attendait à voir la 4e dimension ou des extraterrestres. N'importe quoi de plus logique que son mari plombier propriétaire de sa propre compagnie aérienne. Toutes les 2 ou 3 minutes, elle se tournait vers moi avec cette expression qui criait « Mais qui diable êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon mari ?» L'atterrissage s'est déroulé en douceur. Mon pilote, Marcus, est un ancien de l'armée de l'air qui pourrait probablement faire atterrir un avion en papier dans un ouragan. Et quand nous avons atterri,
j'ai vu tout le monde se coller le visage contre les hublots comme des enfants devant un magasin de bonbons. Car 4 Points n'était pas une île comme les autres. C'était un paradis tropical de 120 hectares qui faisait passer ses publicités pour des complexes hôteliers de luxe pour des diapositives de vacances à petit budget. On parlait de plages de sable blanc immaculé qui s'étendaient sur des kilomètres, d'une eau cristalline si bleue qu'on aurait dit que quelqu'un avait retouché la réalité et de palmiers qui se balançaient au vent comme s'ils auditionnaient pour une pub Corona. Tout l'endroit criait l'argent plus fort qu'un gagnant de loterie chez un concessionnaire Lamborghini. La piste d'atterrissage était parfaitement entretenue, mieux que la plupart des aéroports commerciaux, à vrai dire, avec un petit terminal qui semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture haut de gamme. Et nous attendaient 3 voiturettes de golf qui coûtaient probablement plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens, toutes d'un blanc éclatant avec le logo de mon entreprise brodé sur les sièges. Jared fut le premier à descendre de l'avion, et le regarder essayer de comprendre ce qu'il voyait était plus beau que n'importe quelle comédie sur Netflix. Sa bouche était si grande ouverte qu'on aurait probablement pu y faire rentrer un petit avion. Et il tournait en rond comme s'il essayait de tout assimiler d'un coup. Mais son cerveau ne pouvait pas gérer l'information. « Tout ça est à toi » demanda-t-il, et sa voix se brisa comme s'il traversait à nouveau la puberté. Venant de lui qui avait passé des années à plaisanter sur mon potentiel limité et à me suggérer de revoir mes objectifs de vie à la baisse. Chaque grain de sable, ai-je répondu, ce qui n'était pas tout à fait vrai, car techniquement, une partie était importée des Bahamas, mais suffisamment proche pour un travail gouvernemental. Nous sommes montés dans les voiturettes de golf, qui, soit dit en passant, étaient en fait des voitures de luxe miniatures assez puissantes pour gravir de petites montagnes, et je leur ai fait faire le tour complet en route vers les villas. L'île avait tout, une marina entièrement équipée avec mon yacht, des cours de tennis à rendre au Wimbledon jaloux, un parcours de golf conçu par un homme célèbre dont je n'arrivais pas à prononcer le nom, et même un petit hélipad, parce que pourquoi pas. Mais le véritable chef-d'œuvre, c'était l'hébergement. J'avais fait construire 5 villas de luxe, chacune un mélange parfait de paradis tropical et de technologie moderne. On parle de baies vitrées avec vue sur l'océan, de piscines à débordement qui semblent se jeter à l'horizon, et de chambres plus grandes que la plupart des appartements. Chaque membre de la famille avait sa propre villa. Victor et Céleste dans la plus grande avec vue sur le côté couché de soleil de l'île. Jared dans celle la plus proche de la plage, car je me doutais qu'il voudrait peaufiner son bronzage tout en s'interrogeant sur son choix de vie. Et Marissa dans celle qui avait le meilleur accès aux boutiques de la maison principale, car elle pouvait trouver quelque chose à acheter sur une île déserte. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Pendant qu'ils cherchaient tous à savoir où poser leurs mâchoires après les avoir laissés tomber, je préparais le vrai spectacle. Dans chaque villa, placé stratégiquement sur la table basse, comme un paquet de bienvenue d'hôtel, se trouvait un classeur relié en cuir avec leur nom gravé en lettres dorées. Ce n'étaient pas des dossiers de vacances classiques. Oh non. C'était quelque chose de beaucoup plus personnel. C'était 12 ans de reçus. Et je ne parle pas des reçus financiers. Le classeur de Jared était une œuvre d'art. La première page contenait une photo de lui à la fête de Noël de l'année dernière, pointant mon camion et plaisantant sur les transports de l'âge de pierre, juste à côté d'une copie du contrat de 80 millions de dollars que j'avais signé la même semaine. Le contraste était si beau qu'il aurait presque sa place dans un musée. Puis, page après page, ses plus grands succès, tous les singes à clé glorifiés. Commentaires. Chaque suggestion de me fixer des objectifs plus réalistes. Chaque levée de yeux au ciel quand je parlais de mon travail. Et juste à côté de chaque citation, il y avait la preuve de ce que j'accomplissais réellement pendant qu'il était occupé à décevoir professionnellement. Le classeur de Marissa était tout aussi spectaculaire. J'avais inclus des captures d'écran de ses emails à Tessa, lui suggérant de faire mieux, avec des horodatages indiquant qu'ils avaient été envoyés juste au moment où je lançais les travaux de mon projet d'Eco Towers dans le centre-ville d'Atlanta. L'ironie était si flagrante qu'on pourrait la servir au dîner. Mais mon préféré était le classeur de Victor. Vous souvenez-vous de cette fois, en 2012, où j'avais tenté de lui donner une chance d'investir 50 000 $ dans mon entreprise. Je lui avais écrit une lettre officielle expliquant l'opportunité, les rendements escomptés, tout le tralala. Il avait repoussé ma proposition avec un sermon condescendant sur les entreprises risquées et l'importance de s'en tenir à ce que l'on connaît. Eh bien, ces 50 000 $ vaudraient environ 170 millions de dollars aujourd'hui. J'avais inclus la lettre originale, son refus. Réponse, et une évaluation actuelle, juste pour bien enfoncer le clou. Le classeur de Céleste contenait toutes les invitations qu'elle avait ignorées,
toutes les réunions de famille où elle avait subtilement évoqué la stabilité et la nécessité de subvenir aux besoins de la famille, ainsi que des photos des fondations caritatives que je finançais discrètement pendant qu'elle organisait des ventes de pâtisserie. Et pour Tessa, le sien était le plus personnel de tous. Des notes manuscrites que j'essayais de partager sur mes rêves et mes projets, des esquisses de projets qu'elle avait qualifiés de fantasmes. Toutes les fois où j'avais essayé de l'inclure dans mon monde réel, pour finalement me heurter à un désintérêt poli. Maintenant, il ne pouvait plus la voir. La vérité était là, noir sur blanc. Impossible à ignorer ou à justifier. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à regarder les gens manger du corbeau, surtout lorsqu'il est servi avec une cuisine 5 étoiles préparée par un chef qui a travaillé dans plus de restaurants étoilés Michelin que la plupart des gens n'en ont visité de toute leur vie. Ce soir-là, à la douce lueur des bougies sur mon île privée, je m'apprêtais à servir le plat principal, la vérité, avec un accompagnement de « je te l'avais bien dit ». Il avait mariné pendant 12 longues années. Le dîner était absolument parfait. Une longue table en acajou était installée sur la terrasse de la villa principale, surplombant l'océan, où le coucher de soleil peignait le ciel de nuances orange et rose, comme si Dieu se pavanait. Des verres en cristal reflétaient la lumière comme de minuscules prismes. Et le décor était si pittoresque qu'il aurait pu sortir tout droit d'un de ces magazines de voyage de luxe dont les gens normaux ne peuvent que rêver. Ma famille, et j'utilise ce terme au sens large, était assise autour de la table, l'air d'avoir été renversé par un camion rempli de rappels à la réalité. Victor n'arrêtait pas de rajuster son col comme s'il était soudainement trop serré. Probablement parce que toute sa vision du monde était étranglée par les faits. Céleste faisait ce truc qui lui permet de paraître calme tout en étant visiblement en proie à une sorte de crise intérieure, tel un cygne essayant de conserver sa grâce tout en pataugeant furieusement sous l'eau. Jared n'avait pas dit grand-chose depuis notre arrivée, ce qui était franchement un changement rafraîchissant par rapport à ses commentaires habituels sur tout, de mon choix vestimentaire à mon manque d'ambition. Le type était assis là, picorant son amuse-gueule comme s'il avait peur que ça se retourne contre lui. Il était probablement encore en train de digérer le fait que son beau-frère, un peu décevant, possédait une île plus grande que sa vie. Marissa était inhabituellement silencieuse, ce qui n'était pas peu dire, car c'était une femme qui avait généralement son avis sur tout, de la météo à la respiration. Elle regardait sans cesse autour d'elle comme si elle calculait le prix de tout ce qui se présentait, ce qui, honnêtement, n'était pas si éloigné de son comportement habituel, sauf que maintenant, les chiffres la donnaient probablement le vertige. Et Tessa, ma chère épouse, était assise là, comme si on venait de lui dire que tout ce qu'elle croyait savoir en physique était faux et que la gravité était en fait facultative. Elle m'avait fixé toute la soirée avec cette expression mi-perplexe, mi-fascinée, mi-respect, mais qui aurait tout aussi bien pu être une indigestion due à la richesse de la nourriture. Le chef, un certain Antoine, que j'avais fait venir de son restaurant parisien spécialement pour ce dîner, s'était surpassé avec un repas qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. On parle bien du genre de nourriture. Cela vous fait remettre en question tous les repas que vous avez mangés. Comme découvrir soudainement que tout ce que vous pensiez être du chocolat n'était en fait que du crayon marron. Mais le vrai spectacle n'était pas la nourriture, aussi incroyable soit-elle. Non, le clou du spectacle était ce que j'avais prévu pour le milieu du dîner, juste au moment où tout le monde était à l'aise et commençait peut-être à croire qu'il pourrait passer la soirée sans autre révélation bouleversante. Je me suis levé de ma chaise, levant mon verre de vin comme si j'allais porter un toast, et j'ai regardé l'attention de tous se focaliser sur moi avec l'intensité de gens regardant un accident de voiture au ralenti. On sentait presque la tension dans l'air, assez épaisse pour couper avec les couverts coûteux. Je me suis dit que ce serait bien de partager quelques souvenirs de famille, ai-je dit avec un sourire qui paraissait probablement bien trop innocent pour ce qui allait se passer. Un petit voyage dans le temps, si vous voulez. C'est alors que j'ai déclenché le système d'affichage holographique que j'avais fait installer spécialement pour ce moment. L'air au-dessus de la table s'est soudain rempli d'écrans flottants, limpides et suffisamment lumineux pour illuminer toute la terrasse. C'était comme sorti d'un film de science-fiction, sauf que c'était la vraie vie, et les effets spéciaux allaient devenir très, très personnels. La chronologie commençait en 2011, montrant une photo de moi en tenue de plombier à côté des papiers pour mon premier enregistrement d'entreprise. Des débuts simples et humbles qui ressemblaient exactement à ce qu'ils attendaient de moi. Sous l'image, en gras, figurait la citation de Victor de cette année-là, « La plomberie est une carrière sans issue, mon fils. Tu devrais penser à ton avenir. » Les écrans passèrent à 2013, affichant le contrat de vente de mon premier système intelligent à côté d'une photo du prototype de van que j'avais développé dans mon garage.
Les chiffres étaient impressionnants. Un contrat à 6 chiffres qui aurait dû attirer l'attention de n'importe qui. Mais juste à côté, il y avait la contribution de Jared à l'histoire familiale. Il n'a même pas les moyens de s'offrir un costume décent pour le dîner de Noël. Victor s'est même étouffé avec son vin en voyant celui-là. C'est drôle comme les choses semblent différentes quand on les met en contexte. 2016 a apporté les photos de l'expansion nationale, des photos d'installation dans les grandes villes, des contrats signés avec des sociétés de développement. Brevets approuvés et revenus générés. L'hologramme montrait le logo de mon entreprise apparaissant sur des bâtiments de Boston à Miami. Et là, immortalisé dans la gloire numérique, se trouvait l'observation pertinente de Céleste. Brison devrait peut-être se concentrer sur des options de carrière plus stables. L'affichage de 2019 était particulièrement beau. Brevets récompensés, reconnaissance de l'industrie, discours d'ouverture lors de conférences où j'ai été présenté comme une voix révolutionnaire dans le domaine des infrastructures urbaines. Le contraste avec le commentaire de Marissa de la même année était parfait. Tessa mérite quelqu'un avec une réelle ambition. En 2021, les rachats d'infrastructures battaient leur plein. Les affichages holographiques montraient des contrats à l'échelle de la ville, des partenariats gouvernementaux et des accords d'acquisition qui remodelaient littéralement l'Amérique urbaine. Mes systèmes géraient l'eau et l'électricité pour des millions de personnes, générant des revenus que la plupart des entreprises du Fortune 500 se donneraient à cœur joie. Mais le joyau de la couronne était 2023, l'année où mon entreprise a dissimulé sa valorisation de 5,2 milliards de dollars. Les écrans diffusaient l'article de Forbes, les couvertures de magazines économiques, les récompenses de l'industrie, tout en affichant le dernier chef-d'œuvre de Jared. Il est peut-être temps d'envisager une véritable reconversion professionnelle, mon pote. Chaque étape marquante planait comme la preuve éclatante de 12 ans d'aveuglement volontaire. 12 ans à ne voir que ce qui correspondait à leurs idées préconçues sur qui j'étais censé être. Le silence autour de la table était si total qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans l'océan. Tu t'es joué de nous, murmura Tessa, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Je la regardais, puis les autres, ces gens qui avaient passé plus de 10 ans à me traiter comme leur œuvre caritative personnelle. Non, dis-je, laissant chaque mot porter le poids d'années de frustration et de déception. Tu as choisi de ne pas me voir. Les écrans holographiques s'éteignirent, nous laissant assis là, à la lueur des bougies, avec rien d'autre que la vérité suspendue entre nous, comme la fumée d'un feu qui brûlait depuis bien trop longtemps. Vous connaissez ce sentiment quand on porte un poids très lourd depuis si longtemps qu'on l'oublie, et que soudain quelqu'un le soulève de ses épaules et qu'on réalise qu'on peut enfin le faire. Respirer à nouveau? C'est ce que j'ai ressenti le lendemain du dîner chronologique. Sauf qu'au lieu de voir quelqu'un soulever un poids, c'était plutôt comme voir 12 ans de murs soigneusement construits s'effondrer. Je me suis réveillé dans ma suite parentale. Et laissez-moi vous dire, quand on possède sa propre île, la suite parentale est pratiquement son propre code postal. Au son des vagues et de ce que j'ai d'abord cru être mon imagination. Mais non, il était là, un bout de papier glissé sous ma porte pendant la nuit, comme une sorte de confession nocturne prononcée par la fée des excuses. L'écriture était celle de Victor. Je le savais, car cet homme écrit comme s'il rédigeait des documents juridiques, même lorsqu'il fait des listes de courses. Ses lettres sont toutes parfaitement formées. Probablement le résultat d'une éducation privée coûteuse qui lui a appris une écriture correcte, signe de bonne éducation et de moralité. J'avais tort. Le mot disait, et rien que de voir ces 3 mots de l'écriture impeccable de Victor, c'était comme regarder une licorne faire des claquettes. C'était le même homme qui avait passé 12 ans à faire comme si admettre une erreur le provoquerait. Spontanément. Tu n'as pas seulement réparé des tuyaux, tu as bâti un empire. Je suis désolé. Je ne vais pas mentir. Une partie de moi voulait encadrer ce mot et l'accrocher dans mon bureau à côté de mes diplômes et de mes brevets. Les excuses de Victor étaient plus rares que les observations de Bigfoot et probablement 2 fois plus incroyables. Mais la plus grande partie de moi, celle qui attendait ce moment depuis plus de 10 ans, ressentait un étrange soulagement, comme si enfin quelqu'un dans cette famille s'était sorti la tête du cul assez longtemps pour voir la lumière du jour. J'étais assis là, sur mon fauteuil en cuir italien sur mesure. Oui, j'avais fait livrer des meubles sur mon île privée, parce que pourquoi pas. Je relisais ce mot encore et encore, essayant de comprendre que Victor Aldan avait bel et bien reconnu s'être trompé sur quelque chose. C'était le même homme qui avait un jour discuté avec un GPS pendant 20 minutes, convaincu qu'il lui donnait un mauvais itinéraire pour un restaurant où il n'était jamais allé. La scène du petit déjeuner était tout autre. D'habitude,
Les repas de famille chez les Aldan ressemblaient à une traversée en terrain miné, jonglant avec des torches enflammées. On savait que quelque chose allait exploser. On ne savait juste pas quand ni à quel point on se brûlerait. Mais ce matin-là, la sensation était différente, comme si quelqu'un avait enfin dissipé la tension ambiante qui régnait à chaque réunion de famille depuis 12 ans. La salle à manger de la villa principale était installée sur une autre terrasse. Celle-ci, face au soleil matinal. L'endroit était donc baigné d'une lumière dorée qui donnait l'impression d'être dans un film de riches qui font des percées émotionnelles. Antoine avait préparé un étalage incroyable. Des fruits tropicaux frais, probablement cueillis le matin même, des pâtisseries qui ressemblaient à des œuvres d'art comestibles, et un café qui sentait bon pour la paix mondiale si on en buvait suffisamment. Victor était déjà assis à table quand je suis arrivé, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air humble. C'était étrange de le voir sans cet air de supériorité habituel qu'il arborait comme une eau de colonne onéreuse. Il était assis là, à couper ses fruits en petits morceaux précis, car même dans les moments de développement personnel, Victor ne pouvait s'empêcher d'être méthodique en tout. Quand il m'a vu, il s'est levé. Victor Aldan s'est levé pour moi. L'homme qu'il avait traité pendant des années comme si je devais être reconnaissant de pouvoir respirer le même air que sa famille. Il s'est approché et m'a tendu la main, non pas avec cette mollesse habituelle lorsqu'il était forcé de reconnaître mon existence, mais comme s'il le pensait vraiment. Brie, a-t-il dit, et sa voix avait ce ton que je n'avais jamais entendu auparavant, comme s'il s'adressait à une vraie personne et non à un malheureux cas d'association caritative qui s'était marié par accident avec un membre de sa famille. Je te dois plus que des excuses. Nous nous sommes serrés la main et je jure que c'était la première fois en 12 ans que Victor me regardait droit dans les yeux sans cette expression qui suggérait qu'il calculait mentalement combien d'argent je n'avais probablement pas sur mon compte en banque. C'était surréaliste, comme voir une personne complètement différente portant le visage de Victor et un polo hors de prix. Mais le vrai spectacle, c'était Jared. Oh là là, Jared était en pleine reconstruction de personnalité. C'était le même type qui avait passé des années à faire des blagues sur mon vieux pick-up et à me suggérer des objectifs de carrière plus réalistes. Et maintenant, il était assis là, comme si on venait de lui expliquer que l'eau est mouillée et que la gravité s'exerce vers le bas. Quand je me suis assis à table, Jared s'est levé et est venu me serrer la main. Pas la poignée de main typique qu'il me faisait habituellement. Cette poignée de main rapide et dédaigneuse qui signifiait « Je reconnais ton existence, mais ne te fais pas d'illusions sur notre égalité ». C'était une vraie poignée de main, le genre qui s'accompagne d'un contact visuel et tout. Mec, a-t-il dit, et même sa voix était différente, moins arrogante, comme s'il parlait à quelqu'un qu'il respectait vraiment. J'ai été un vrai connard pendant, presque toujours. Que Jared admette avoir eu tort sur quoi que ce soit, c'était comme regarder une pluie de météores pendant une éclipse solaire tout en chevauchant une licorne. C'était théoriquement possible, mais tellement improbable qu'on ne s'attendrait jamais à en être témoin. Ce type avait un jour argumenté pendant 3 heures que Die Hard n'était pas un film de Noël. Même après que je lui ai montré plusieurs articles expliquant pourquoi il avait tort. Je n'arrêtais pas de penser que tu étais juste ce type qui avait eu la chance d'épouser ma sœur, a-t-il poursuivi. Et je voyais bien qu'il avait du mal avec ce concept d'humilité. Mais tu n'avais pas de chance. Elle, si. Même Céleste se comportait comme si on lui avait pratiqué un exorcisme sur sa personnalité. La femme qui avait passé des années à faire des commentaires subtils sur la stabilité et la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille me souriait. Pas ce sourire poli et condescendant qu'elle arborait habituellement lorsqu'elle était forcée d'interagir avec moi, mais quelque chose qui semblait presque sincère. Elle buvait ce qui semblait être sa 3e tasse de café, ce qui expliquait peut-être ce soudain changement de personnalité. Mais quand elle a croisé mon regard, elle a hoché la tête d'une manière qui semblait respectueuse. Céleste Aldan me témoignait du respect. C'était comme découvrir que les cochons pouvaient voler et avaient créé leur propre compagnie aérienne. Je ne t'ai jamais laissé une chance équitable, dit-elle, la voix pleine de surprise sincère, comme celle de Victor. J'ai supposé qui tu étais en me basant sur ton travail, et c'était mal de ma part. Mais honnêtement, la réaction la plus intéressante est venue de Marissa. Elle était restée inhabituellement silencieuse pendant le petit déjeuner, ce qui était révélateur, car Marissa, par défaut, commentait tout dans un rayon de 80 km. Elle n'arrêtait pas de me lancer des regards furtifs comme si elle me voyait pour la première fois, ce qui, d'une certaine manière, était probablement le cas. J'ai une question à te poser, dit-elle finalement en posant sa tasse de café avec cette précision délibérée qui suggérait qu'elle avait préparé ce moment. Tu vas prendre des partenaires commerciaux? Parce que j'ai des idées.
Et voilà. Marissa, la classique, essayait déjà de comprendre comment elle pourrait tirer profit de cette nouvelle information. Certaines choses ne changent jamais, mais au moins elle était honnête quant à ses motivations au lieu de prétendre qu'elle ne cherchait qu'à défendre les intérêts de Tessa. Le moment le plus marquant, cependant, fut lorsque Tessa décida enfin de nous rejoindre. Elle brillait par son absence au petit déjeuner, essayant probablement de digérer tout ce qui s'était passé ces derniers temps. Quand elle est enfin apparue, on aurait dit quelqu'un qui avait passé la nuit à se creuser la tête sur la nature de la réalité. Après le petit déjeuner, elle m'a pris à part, à l'écart des autres, dans ce petit coin surplombant l'océan où le bruit des vagues nous offrirait un peu d'intimité. Pendant quelques minutes, nous sommes restés là, à regarder l'eau. Nous essayions probablement tous les deux de comprendre comment gérer cette dynamique totalement nouvelle dans notre relation. Je t'ai épousé en pensant que je devrais te porter, a-t-elle finalement dit, sa voix si basse que je l'ai presque manqué à cause du bruit des vagues. Il s'avère que je te retenais. Ça a été plus dur que prévu, car elle avait raison et nous le savions tous les deux. Pendant 8 ans de mariage, Tessa avait fonctionné en pensant qu'elle était la responsable, la stable, celle qui avait sa vie en main, tandis que j'essayais juste de comprendre. Elle avait été fière d'elle de m'avoir soutenu dans mes prétendues difficultés, d'avoir été compréhensif face à mes perspectives de carrière limitées. Mais maintenant, elle réalisait que la dynamique était complètement inversée. C'était peut-être, juste peut-être, la raison pour laquelle je n'avais jamais partagé ma vraie vie. Mon plus grand secret avec elle, c'est qu'à chaque fois que j'essayais, elle me faisait clairement comprendre qu'elle ne s'intéressait à rien qui ne correspondait pas à ses idées préconçues sur ce que son mari était censé être. Je n'ai pas contesté son affirmation. Je ne pouvais pas, car c'était vrai. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, maintenant, tu me vois. Ce n'était ni une accusation ni un défi, juste une simple constatation. Pour la première fois de notre relation, Tessa me voyait telle que j'étais réellement, au lieu de la version de moi qu'elle s'était créée. Je veux essayer, a-t-elle dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu depuis des années. Une incertitude sincère mêlée à ce qui aurait pu être de l'espoir. Si vous me le permettez. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, debout dans la lumière matinale, la brise marine caressant ses cheveux, l'air vulnérable comme je ne l'avais pas vu depuis notre relation. Pour la première fois depuis des années, elle n'essayait pas de me contrôler, de me réparer ou de me protéger de mes propres attentes soi-disant irréalistes. Elle demandait juste une chance de vraiment. Je connaissais la personne avec qui elle était mariée depuis 8 ans. Essayer est un bon début, ai-je dit, et je lui ai adressé ce que j'espérais être un sourire suggérant que le pardon était possible, même si ce ne serait pas facile. Il y a quelque chose de beau dans ce moment où l'on réalise qu'on ne se contente plus de prouver quelque chose. On construit réellement quelque chose d'important. Après 2 jours passés à regarder la vision du monde de mes beaux-parents s'effondrer et se reconstruire, j'ai décidé qu'il était temps de passer au grand final, la pièce maîtresse de la résistance qui consoliderait tout ce que nous avions appris sur les préjugés, la famille et ce que signifie vraiment laisser son empreinte sur le monde. J'ai réuni tout le monde dans la salle de conférence de la villa principale. Et oui, mon île privée dispose d'une salle de conférence, car lorsqu'on dirige un empire de plusieurs milliards de dollars, les affaires ne s'arrêtent pas simplement parce qu'on est en vacances. La salle était conçue pour impressionner avec ses baies vitrées donnant sur l'océan, une immense table en acajou pouvant accueillir 20 personnes et suffisamment d'équipements de haute technologie pour rendre la NASA jalouse. Victor, Céleste, Jared, Marissa et Tessa ont tous déposé et semblant s'attendre à une autre révélation qui pourrait fondamentalement modifier leur compréhension de la réalité. À ce stade, j'aurais pu leur dire que j'étais secrètement un étranger de Mars, et ils auraient probablement fait hocher la tête et lui et demandé si j'avais besoin d'aide pour l'entretien de mon vaisseau spatial. L'anticipation dans la pièce était suffisamment épaisse pour couper avec un couteau. Tout le monde était assis là pour avoir l'air décontracté tout en me demandant clairement quelles autres surprises je pourrais avoir dans ma manche. Jared a continué à agiter avec son téléphone comme s'il s'attendait à moitié à ce qu'une autre notification de Forbes apparaisse en annonçant que j'avais secrètement acheté la Lune ou quelque chose de tout aussi ridicule. Avant de retourner demain, dis-je, debout à la tête de la table comme si j'étais sur le point de remettre le rapport trimestriel à mon conseil d'administration. Je voulais partager quelque chose avec vous, quelque chose de plus grand que ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Je pouvais pratiquement voir leur cerveau fonctionner au fil du temps, en essayant d'imaginer ce qui pourrait être plus grand que tout ce qu'ils avaient déjà appris. La pauvre Céleste avait l'air de se préparer pour un pacte, se demandant probablement si son gendre était sur le point de révéler qu'il avait également inventé le voyage dans le temps ou compris comment inverser le vieillissement.
C'est à ce moment-là que j'ai activé le système d'affichage mural et les ai présentés à CAD-Nexus. Maintenant, permettez-moi d'expliquer quelque chose sur CAD-Nexus, car ce n'était pas seulement une autre entreprise commerciale ou un projet parallèle avec lequel je bricolerais pendant mon temps libre. C'était mon magnum opus, ce que je construisais depuis 5 ans pendant que tout le monde pensait que je n'étais qu'un gars qui a débouché des toilettes pour gagner sa vie. L'affichage a montré un modèle holographique tridimensionnel d'une ville entière, non seulement des bâtiments et des rues, mais l'infrastructure invisible qui rend possible la vie urbaine moderne. Système d'eau, réseaux électriques, gestion des déchets, flux de trafic, services d'urgence, tout ce qui est interconnecté dans ce magnifique réseau de technologies complexes qui pourrait penser, s'adapter et évoluer. Il s'agit d'une plateforme d'automatisation à l'échelle de la ville, j'ai expliqué, en regardant leur visage alors qu'ils essayaient de traiter ce qu'ils voyaient. Intégration complète des déchets, de l'eau et des systèmes électriques à l'aide de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive. Le modèle a montré comment le système pouvait détecter une rupture principale de l'eau avant qu'elle ne se produise, relancer automatiquement le trafic autour de la construction, optimiser la distribution d'énergie en fonction de la demande.